Alors, bonsoir, chers tous, bonsoir, chers internautes, bonsoir, chers aînés de la profession de l'évaluation environnementale et sociale, bonsoir, chers étudiants et chers passionnés de l'évaluation environnementale et sociale. Je suis Brice Saturnin Dansou de l'Union Environnement. Je suis chargé d'animer avec vous cet espace de discussion sur le métier de consultant en évaluation environnementale et sociale. D'entrée de jeu, je voudrais quand même remercier le professeur Louis Boualé, PDG du groupe l'INER, pour la confiance qu'il fait dans la jeunesse que nous constituons. Je voudrais également remercier le professeur Issa Mamansani pour ses conseils, pour son appui également. Je m'en voudrais, pour finir ce volet de remerciements, de ne pas faire un clin d'œil à l'honorable Romaric Boualé, au docteur Kibokou et à tous les aînés de la profession de consultant en évaluation environnementale et sociale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du métier de consultant en évaluation environnementale et sociale, le profil qu'il faut avoir, les formations, là où les formations qu'il faut avoir, les outils qu'il faut maîtriser pour être un bon consultant en évaluation environnementale et sociale. Et pour le faire, nous allons clarifier quelques concepts clés. Nous allons ensuite voir le type et le profil du consultant, voir les exigences administratives et les instruments en évaluation environnementale et sociale, voir les stratégies et les astuces pour développer des compétences en évaluation environnementale et sociale, et puis conclure. Alors, le premier concept qu'il nous plaît de définir, c'est l'évaluation environnementale et sociale. C'est quoi l'évaluation environnementale et sociale? Il faut dire que son histoire remonte à l'année du Silent Sprint de Rachel Carson, publié en 1962, document dans lequel les effets nocifs des pesticides ont été pour la première fois portés à l'attention du public. Donc, après cette publication, peu à peu, les préoccupations concernant la croissance démographique, les préoccupations concernant l'urbanisation, les préoccupations concernant l'industrialisation, les préoccupations concernant la pollution des ressources naturelles, ces différentes préoccupations ont commencé par germer et par prendre corps dans différents pays, dont le Bénin. Donc, il faut dire que l'évaluation environnementale et sociale est un domaine essentiel du secteur du développement durable tel qu'on peut s'en convaincre. C'est un métier qui consiste à évaluer les impacts potentiels d'un projet sur l'environnement, notamment sur les composantes environnementales, à savoir l'eau, l'air, le sol, la flore, la faune, l'homme aussi. Donc, il s'agira de voir la qualité, d'évaluer l'impact sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité, sur les écosystèmes, sur le sol, le bruit, et aussi sur les communautés locales ou les communautés
bénéficiaires de cet investissement. Donc, une fois que ces impacts-là sont évalués, bien évidemment, à partir d'une démarche scientifique proportionnelle au type d'impact qui seront étudiés, une fois donc que ces impacts sont évalués, le consultant propose des mesures d'atténuation pour réduire les impacts négatifs et pour assurer un développement responsable et durable de l'environnement. Le consultant cherche également à identifier, au-delà des impacts, à identifier les risques qui sont les probabilités de survenance. Donc, à identifier les risques potentiels sur l'environnement et à proposer également des mesures d'atténuation pour les réduire, les minimiser. Tout ceci, comme je l'ai dit, à travers une approche scientifique et à travers une approche objective. C'est tout cela qui nécessite, donc on va le voir par la suite, une certaine formation, un certain background que celui qui se veut être consultant en évaluation environnementale et sociale doit avoir. Alors, quand on parle donc des composantes, nous avons parlé tout à l'heure des composantes physiques, d'accord, mais il y a également, comme on l'a rappelé, des composantes humaines, notamment les communautés locales. Donc, sur les communautés locales, il s'agira de voir les impacts tant directs qu'indirects, notamment évaluer les conséquences sociales, évaluer les conséquences économiques, évaluer les conséquences culturelles du projet sur les droits de l'homme, sur l'accès aux ressources, sur la santé, sur l'éducation, etc. Et prendre en compte toutes les préoccupations et les intérêts des parties prenantes, c'est-à-dire de tous ceux qui sont impliqués dans la mise en œuvre du projet, prendre en compte leurs préoccupations afin de favoriser une approche inclusive et participative dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Le second concept que nous avons retenu pour être clarifié, c'est celui du consultant en évaluation environnementale et sociale. Il faut dire que le métier de consultant en évaluation environnementale et sociale est un domaine professionnel spécialisé qui vise, comme on l'a dit, à évaluer les différents impacts et à proposer des mesures. Et donc, qui peut être consultant en évaluation environnementale et sociale? Le consultant en évaluation environnementale et sociale, c'est un expert qui pose un diagnostic, qui recherche et propose des solutions relatives à l'environnement et à la société. Donc, c'est quelqu'un qui forcément a l'expérience, c'est quelqu'un également qui a la connaissance et qui a les capacités qui sont adaptées pour accomplir cette mission-là. Il doit être capable de faire un diagnostic, de poser un diagnostic, il doit être capable d'identifier les problèmes, il doit être capable de trouver les solutions les plus élaborées, les plus appropriées face à chaque catégorie de problème, d'accord, afin de pouvoir aller vers la durabilité environnementale et sociale. Donc, le rôle du consultant en évaluation environnementale et sociale, c'est de fournir des analyses objectives pour aider les entreprises, pour aider les gouvernants, pour aider les organisations, pour aider les différentes parties prenantes à comprendre les conséquences potentielles que leurs différentes actions vont induire sur l'environnement et sur les populations concernées. Le cœur de son activité consiste à produire des audits, à produire des expertises, à faire des expertises pointues dans son domaine de spécialité. Il peut être spécialiste des questions de pollution, des questions de risques industriels, des questions de gestion des déchets, des questions liées au milieu naturel, etc., etc. Donc, dans chacun de ces domaines, il produit son expertise. Il rédige des documents de sauvegarde et anime aussi des séances de travail pour améliorer la prise en compte de l'environnement dans un projet, dans un programme ou dans une politique. Il peut aussi concevoir et animer des formations, des petites séquences de formation et également servir d'intermédiation
ou d'intermédiaire entre les différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre d'un projet. Et pour développer toutes ces capacités-là, il doit consacrer du temps à son travail, il doit consacrer également du temps à ses relations publiques, il doit également veiller à sa notoriété et à son image. Il doit aussi entretenir son réseau commercial et ses contacts avec les différents clients pour pouvoir mieux gérer sa profession de consultant en évaluation environnementale et sociale. Alors, ce point fait, on peut être à même de voir quels sont les types de consultants qu'on a. Il faut dire que globalement, suivant les différents domaines, on a divers types de consultants. C'est-à-dire, on peut être consultant dans le domaine de la santé, on peut être consultant dans le domaine des nouvelles technologies, on peut être consultant dans le domaine agricole, etc., etc. Alors, nous avons pu identifier 3 catégories de consultants. Nous avons ceux qui sont des experts qui doivent être mobiles et bien connus dans leur spécialité. Ceux-là réalisent parfois plutôt des rapports scientifiques et des documents techniques. La seconde catégorie, ce sont les ingénieurs conseils qui interviennent souvent dans les bureaux d'études avec lesquels ces derniers collaborent en sous-traitance ou en se positionnant comme des concurrents. Et la troisième catégorie, nous avons les conseillers stratégiques qui sont par définition des hommes d'expérience. Il faut dire que pour cette troisième catégorie-là, ceux-là capitalisent d'importantes expériences et pratiquent tout au long de leur itinéraire professionnel en entreprise ou en société de conseil. Donc, ils mettent toutes ces capacités-là, toutes ces expériences acquises au profit de certain niveau de responsabilité. Ces points forts leur permettent de procéder à des données environnementales, de la gestion du produit, à la formation et au lobbying. Donc, voilà un peu les différentes catégories de consultants que nous avons. Alors, qu'en est-il du profil? Du profil qu'un consultant en évaluation environnementale et sociale, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. Qu'en est-il de ces profils? Il faut dire que celui qui veut être un consultant en évaluation environnementale et sociale doit avoir l'expertise en sciences de l'environnement et des sciences ou en sciences sociales. C'est-à-dire qu'il doit avoir une bonne connaissance des principes scientifiques liés à l'environnement, liés à l'écologie, liés à la géologie, liés à la sociologie, à l'économie, pour mener des évaluations complètes et objectives. C'est quelqu'un également qui doit être capable de recueillir et d'analyser des données environnementales et sociales pertinentes à partir de différentes sources, y compris des enquêtes sur le terrain, des études documentaires et des données scientifiques. C'est en cela que réside sa capacité à faire des recherches et à collecter les données. C'est quelqu'un aussi qui doit avoir de solides capacités en évaluation des impacts, c'est-à-dire savoir évaluer les impacts, savoir trouver la démarche, savoir identifier la démarche qu'il faut pour évaluer les catégories d'impact d'un projet sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les ressources naturelles, sur les communautés locales et sur les populations riveraines. Il faut dire à ce niveau que s'il n'est pas du domaine de la biodiversité, il peut faire appel à un autre consultant qui a ce profil-là, qui a ces capacités-là pour donc reproduire les éléments nécessaires à l'évaluation des différents impacts. Il doit avoir aussi une bonne connaissance de la réglementation de son pays, c'est-à-dire connaître de façon approfondie les lois, d'accord, dans le domaine d'exercice, dans le domaine d'intervention, les normes et les différentes réglementations environnementales. Il va pouvoir les connaître et les actualiser au fur et à mesure. Il doit avoir, comme je l'ai dit, une compétence en gestion de projet, c'est-à-dire être capable de gérer le projet du début jusqu'à la fin, avec par moment des notions de planification
d'organisation de suivi et de rapportage. Il doit développer aussi de solides capacités d'analyse et de résolution de problèmes. Autrement, c'est quelqu'un qui doit être capable d'analyser de manière critique les informations et les données qu'il collecte pour identifier les problèmes et proposer des solutions d'amélioration conséquentes. Il doit avoir aussi de solides compétences en communication. Il doit avoir aussi de solides compétences en communication. C'est-à-dire, il doit être en mesure de faire comprendre son message. D'accord? Il doit être en mesure de bien élaborer les documents de sauvegarde, de bien les écrire et de pouvoir partager dans l'aisance la plus possible les résultats qu'il obtient. Alors, en termes de capacité que le consultant doit développer, ou en termes de compétences que le consultant doit développer, il doit pouvoir travailler en équipe et avoir une facilité à collaborer avec ses pairs. C'est-à-dire qu'il doit savoir collaborer avec les différentes parties prenantes. Nous avons les populations, nous avons les élus, les autorités locales, nous avons d'autres services administratifs, nous avons d'autres partenaires techniques avec lesquels il doit avoir une aisance communicationnelle. Il doit avoir la notion de sensibilité culturelle et sociale, donc être capable de travailler dans des milieux, dans divers milieux avec chacun donc sa sensibilité culturelle. Il doit avoir le sens de l'écoute. Il doit être disponible, c'est important, il doit être disponible à tout moment. Il doit enfin être amené à intervenir en public, notamment auprès des dirigeants d'entreprise, auprès des élus, des collectivités locales, auprès de la population, auprès des industriels. Et pour y arriver, le consultant ou celui qui se veut être un consultant en évaluation environnementale et sociale doit savoir communiquer, être clair et faire preuve de persuasion. Ces compétences combinées à une passion pour la préservation de l'environnement et le bien-être des communautés locales permettront au consultant en évaluation environnementale et sociale d'exercer son métier de manière efficace et responsable. Il faut dire qu'il est important de se tenir informé des avancées scientifiques, des nouvelles réglementations et des meilleures pratiques dans son domaine. Donc, le consultant doit être capable également de développer ces différentes capacités-là. Dans les évaluations environnementales et sociales, il y a un certain nombre d'exigences administratives sur lesquelles le consultant doit s'aligner, et également des instruments qui sont utilisés. En termes d'exigences administratives, nous avons le guide général de réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. Pour donner ces guides sectoriels, le consultant en évaluation environnementale et sociale doit maîtriser ce guide-là, doit maîtriser ces différents guides sectoriels. Nous avons les guides sectoriels sur les projets d'infrastructure routière, nous avons les guides sectoriels sur les projets d'électrification, nous avons les guides sectoriels sur les aménagements hydro-agricoles, les projets touristiques, etc. On doit être capable de connaître ces différents guides sectoriels et de se les approprier. Il faut dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le guide de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social qui est en cours d'actualisation. Donc, le consultant, comme on l'a dit, doit être au pas et savoir qu'est-ce qui est actualisé, qu'est-ce qui est désuet, qu'est-ce qu'il faut dire désormais. Il doit maîtriser également la loi cadre sur l'environnement, notamment la loi 98-030 du 12 février portant la cadre sur l'environnement en République du Bénin. Il doit maîtriser aussi le décret 2022-390 du 13 juillet 2022 portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale en République du Bénin. C'est l'un des décrets qu'on utilise suffisamment, d'accord, quand on est dans ce domaine de l'évaluation environnementale et sociale. Donc, ce décret fait l'ancien de 2017. Aujourd'hui, je crois depuis le 30 novembre 2022, au Bénin, il y a un arrêté sur 0251
lors du 30 novembre 2022 qui fixe les conditions d'attribution, de renouvellement, de suspension ou de retrait d'agrément pour exercer le métier de consultant en évaluation environnementale. C'est-à-dire que si vous voulez être consultant et pouvoir élaborer des documents de sauvegarde qui doivent être validés par cette instance de l'environnement, pour venir aujourd'hui, c'est qu'il faut répondre aux exigences de ce décret-là qui fixe, entre autres, en son article 3, le niveau de bac plus 5 en sciences, en gestion de l'environnement ou en sciences sociales, et également un minimum de 5 ans d'expérience avec des preuves de 25 000 fois. C'est des éléments que vous devez connaître, que nous devons connaître si on veut aller sur ce domaine de l'évaluation environnementale et sociale. En plus, c'est qu'il faut maîtriser les différents tests, les décrets, les lois, les arrêtés qui ont trait à ce domaine d'évaluation environnementale et sociale et aussi qui ont trait aux projets sur lesquels nous travaillons en un instant précis. Quand on prend par exemple un projet sur l'électrification en milieu rural, il faut être capable de maîtriser tous les tests actuels sur cette question-là. Quand nous prenons les projets sur les aménagements routiers, il faut être capable de pouvoir faire le point des différents du cadre juridique et institutionnel aussi, réglementaire sur ces questions. Il en est de tous les projets touristiques, des projets agricoles, etc. Donc, le consultant doit être capable d'avoir une bonne connaissance de ces questions-là. Il doit aussi, au-delà de ces textes, les lois nationales, il doit pouvoir aussi connaître les différentes conventions, les traités, les accords internationaux auxquels son pays fait partie, que son pays a ratifié. C'est important pour pouvoir en fait établir à chaque fois que besoin sera le lien ou l'arrimage entre ces différentes exigences politiques, juridiques et institutionnelles et le projet sur lequel il travaille parce que l'un dans l'autre, il ne faut pas que la mise en œuvre d'un projet puisse être en désaccord avec ce cadre politique, juridique et institutionnel qui existe. En plus de ces capacités ou de ces connaissances que le consultant en évaluation environnementale doit avoir, il y a des instruments qui sont utilisés et qu'il doit maîtriser. Ici, déjà, pour cette première séance de partage sur cette plateforme, nous allons évoquer les différents instruments. Il y a d'autres séances au cours desquelles nous allons revenir sur chacun des instruments avec possiblement d'autres consultants et on pourra mieux dépouiller chacun des instruments pour savoir quelle posture adopter face à tel ou tel autre instrument qui est déclenché. Donc, ici, l'évaluation environnementale et sociale fait appel à différents outils, à différents instruments, dont l'évaluation environnementale et sociale stratégique, comportant l'étude d'impact environnemental et social, le plan de gestion environnementale et sociale, l'audit de conformité environnementale et sociale. Nous avons également le cadre de gestion environnementale et sociale. Nous avons aussi le cadre de politique de réinstallation, notamment comportant le plan d'action de réinstallation, le cadre fonctionnel ou le cadre de procédure de préparation. Nous avons le plan de gestion des pestes et pesticides. Nous avons le plan de gestion des ressources culturelles physiques. Nous avons le plan de compensation de la biodiversité. Il faut dire que d'un pays à l'autre, il y a que certaines formulations peuvent changer, mais l'un dans l'autre, c'est qu'on se retrouve tous, qu'on travaille dans un pays X ou dans un pays Y, le consultant doit être capable de se retrouver dans la manipulation de tous ces instruments-là. Globalement, c'est qu'on peut classer les instruments en deux. On peut classer les instruments en deux catégories. En trois, nous avons les instruments de sauvegarde, l'évaluation environnementale et sociale, le cadre de gestion environnementale et sociale, le plan de mobilisation des parties prenantes. Nous avons le plan d'engagement environnemental et social qui est le PEES. Nous avons le plan de gestion de la main-d'œuvre. Nous avons le plan de gestion de la main-d'œuvre. Nous avons l'étude d'impact environnemental et social.
Nous avons le plan d'action de l'installation et nous avons les inspections. D'accord? Alors, quand nous venons au niveau des instruments de gestion, nous avons les différents audits de conformité environnementale et sociale, de performance environnementale et sociale, de mise en œuvre de PGS, de mise en œuvre du PA, etc. Il faut dire que ces différents audits-là permettent de ressortir les points forts, mais surtout les points faibles, d'accord, assortis de mesures correctives, la finalité étant donc d'améliorer la gestion environnementale et sociale du projet pour lequel ces différents instruments ont été élaborés. Nous avons, en plus des instruments de gestion, nous avons les instruments de surveillance qui ne sont en réalité que le plan de gestion environnementale et sociale chantier qui découle du plan de gestion environnementale et sociale. Nous avons le plan particulier de gestion et d'élimination des déchets, le PP, le PPGED. Nous avons le plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui est le PPSPS. Nous avons le plan d'hygiène, santé, sécurité, environnement qui est le PHSSB. Nous avons le plan d'assurance environnement, le plan assurance environnement, etc. Donc, plein d'autres instruments de surveillance qui sont utilisés dans notre domaine de l'évaluation environnementale et sociale. Enfin, nous avons le suivi. La gestion intègre donc non seulement la surveillance également, mais le suivi. Nous avons le suivi environnemental et social qui est du ressort de l'Agence béninoise pour l'environnement et de ses partenaires. Nous avons par exemple en termes de partenaires les directions départementales du cadre de vie, nous avons l'inspection forestière, nous avons les autres directions départementales déconcentrées qui appuient l'Agence béninoise du cadre de l'environnement dans le cadre du suivi, qui est une activité italienne de cette institution qu'est l'ABE. Alors, pour ceux qui sont passionnés de ce métier, il y a des stratégies, il y a des astuces qu'il faut développer. Nous avons, par exemple, la nécessité pour ces gens-là d'avoir des formations académiques et professionnelles qui sont en adéquation avec tout ce que nous disons. Autrement, vous devez suivre des études dans les domaines pertinents, tels que les sciences de l'environnement, tels que la biologie, tels que l'écologie, la sociologie, la géographie, l'économie environnementale, la gestion des projets. Également, il faut rechercher des programmes de formation spécifiquement axés sur l'évaluation environnementale et sociale. Aujourd'hui, en ligne, nous avons plusieurs programmes de formation. Nous avons par exemple la formation que la Banque mondiale offre sur la compréhension donc, du cadre environnemental et social. C'est une formation qualifiante. À la fin, vous avez, quand vous suivez tout le processus, vous avez une attestation de qualification. Nous avons également une autre formation que délivre l'IFDI, l'Institut de francophonie, de la francophonie pour le développement. On a conçu plusieurs thématiques sur les normes environnementales et sociales, sur les politiques de développement, sur d'autres questions liées à l'économie et à l'environnement. Donc, c'est important de suivre cette formation-là. Ça vous permet d'améliorer votre capacité dans le domaine. Nous avons aussi des stages et des expériences pratiques. Aujourd'hui, il est important de chercher des opportunités de stage ou de bénévolat afin d'apprendre dans des organisations ou des entreprises impliquées dans des projets d'évaluation environnementale et sociale. C'est important parce que cela permettra d'acquérir une expérience pratique et de mettre en pratique vos connaissances théoriques. Et vous pouvez le faire un peu partout aujourd'hui au Bénin. Il y a assez de bureaux d'études, mais il y a des bureaux d'études de grande renommée, on ne va pas en citer. Il y a quand même des bureaux d'études de grande renommée qui sont connus et dans lesquels nous pouvons apprendre beaucoup sur ces questions-là. Il y a aussi plein de projets aujourd'hui dans le pays et même ailleurs sur lesquels on peut chacun se positionner en tant que stagiaire pour apprendre. Il est important de
faut pas oublier la question de réseautage. Aujourd'hui, c'est important, c'est essentiel dans tous les domaines du travail. Déjà en participant aux conférences, aux ateliers, notamment liés à l'environnement et à l'évaluation sociale, vous rencontrez des professionnels du secteur et vous établissez des contacts utiles. Il ne faut pas oublier aussi le mentorat. Il faut chercher des mentors. Ce n'est pas pour rien qu'en début de présentation, nous avons fait un clin d'œil à certains aînés qui sont pour nous des mentors. Donc, c'est important de chercher des mentors dans le domaine et de travailler à pouvoir suivre réellement le pas. Ça permettra à chacun de pouvoir franchir les étapes de façon cohérente et normale. L'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est étudier la richesse. C'est important de se documenter. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous avons de grandes banques de données qui sont en ligne. Il faut se documenter, il faut lire beaucoup. Ça permet d'améliorer notre capacité de raisonnement, d'analyse surtout, et de proposition de mesures face à telle ou telle situation dans la pratique de ce métier-là. Il faut également, dès que l'occasion s'y prête, participer à des projets, s'impliquer dans les études, les projets d'évaluation environnementale et sociale, même en tant que bénévole. Cela permet en réalité de mettre en pratique tout ce que nous appelons sur le terrain, tout ce que nous appelons dans les centres et dans les formations. Développer des compétences en communication, c'est important. Le consultant, c'est quelqu'un qui doit être capable de convaincre. On dit souvent que le consultant doit être quelqu'un qui a des solutions. Qui a des solutions à chaque fois que des situations, des problèmes se présentent, il doit être capable de réfléchir très rapidement pour trouver des solutions convaincantes pour la nécessité de savoir communiquer. Il doit suivre, comme on l'a dit plus tôt, les nouvelles réglementations. Il doit être au parfum, comme on le dit, de l'actualité et savoir quelle est la dynamique dans son secteur pour pouvoir s'y adapter. Il doit avoir une bonne capacité de développement personnel, d'accord? Savoir gérer son temps, savoir résoudre des problèmes, savoir travailler en équipe, avoir des compétences sociales de collaboration. C'est des éléments qui sont importants dans ce métier de consultant en évaluation environnementale et sociale. Il faut dire qu'enfin, en mettant en œuvre ces stratégies, ces astuces, vous pouvez progressivement développer vos compétences, votre expertise en évaluation environnementale et sociale et ainsi contribuer de façon significative à la sauvegarde de l'environnement. Alors, nous allons voir ensuite quels sont les instruments. Quels sont les instruments et je crois que nous avons déjà passé en revue les instruments. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que l'évaluation environnementale et sociale vise à anticiper les impacts, à évaluer de manière objective et scientifique ces impacts-là, à proposer des stratégies pour minimiser les impacts négatifs et également pour les compenser. Elle vise à assurer que les différents projets ou politiques sur lesquels nous travaillons sont durables, sont viables et contribuent au développement durable. Alors, dans tout ceci, le consultant se positionne, il travaille souvent en collaboration avec les différentes parties prenantes, les communautés locales, les organismes gouvernementaux, les entreprises, les privés, les publics, etc., pour assurer que tous les projets qui sont mis en œuvre intègrent une approche inclusive et une approche participative. Donc voilà, chers internautes,
ce que nous avons concordé, partager avec vous sur le métier de consultant en évaluation environnementale et sociale. Nous estimons modestement avoir apporté quelques éléments de plus pour vous et alors par la suite, on va les différentes préoccupations qui sont posées et y répondre. Comme je l'ai promis, les fois venir, nous allons revenir de façon plus détaillée et plus méthodique sur chacun des instruments et pouvoir les détailler pour que chacun puisse avoir également un peu ce sujet. Je vous remercie. Donc, il y a M. Ismaël Bango, si j'ai bien prononcé le nom, il est encore sur vous m'expliquer. Merci aussi à vous pour avoir suivi. Il a fait un commentaire, merci pour la lumière que vous faites sur le métier passionnant. C'est réellement passionnant, c'est pour ça que je crois qu'on l'a dit, pour être consultant, il faut être passionné parce que voilà, il y a des contraintes de temps qui font que vous êtes à la limite, si vous ne savez pas faire, vous serez éloigné, d'accord, de vos amis, de certains plaisirs. Voilà, parce que vous êtes dans tous les sens, surtout quand vous êtes bon tel que le patron, vous êtes sollicité. Oui, Florentin, on va y merci beaucoup, de vous en plus. Honoré, attendez, pour avoir suivi aussi. Est-ce possible d'avoir la vidéo de la présentation? Merci à Monsieur Pierre Wassa. Oui, je pense que nous allons travailler à mettre ça à la disposition. Voilà, Roméo Boukor. Est-ce qu'on peut avoir le support complet à télécharger? Il n'y a pas de souci avec le service technique, on va régler ça. Toutefois, il y a José Flore Ressou. J'aimerais attirer votre attention sur le cours de ces formations professionnelles. Ah oui, j'allais en venir. Aujourd'hui, c'est que, vous savez, c'est un peu comme certaines formations, non seulement qui sont payantes, mais qui ont un coût élevé. Mais il faut vous rassurer que quand vous finissez ces formations, vous-même, vous êtes fiers et vous oubliez très rapidement ce que vous avez investi. Aujourd'hui, pour ce qui est du Bénin, quand on est à l'université d'Abomey-Calavi, il y a plusieurs formations qui ont commencé déjà par être dispensées dans ce domaine. Je remercie au passage le professeur, notre maman, le professeur Odile Dossou-Guédégbé, qui, avec son master professionnel en évaluation environnementale et sociale, qui travaille activement dans ce sens avec tout le collège d'enseignants qui accompagne cela. D'accord? Et aujourd'hui encore, il y a la création de la formation en HSE, je crois si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est des formations qui, en réalité, sont données qui vous permettent de vous améliorer. Oui, toute formation a un coût. Je pense que vous ne risquez pas, vous ne perdez pas en mobilisant ces sommes-là, telles que vous le pensez, là, pour aller faire ces formations. Je vous assure, le besoin dans ce domaine est tellement grand et se diversifie que rares sont, je peux me tromper, mais à 90%, rares sont ceux qui ont ces profils-là, qui sont bons et qui sont laissés en rate. Ce n'est pas évident. Donc, effectivement, cette formation, je confirme ça, mais cela vaut la peine de faire cette formation. À l'extérieur, je crois, il y a des lieux qui offrent cette formation également. Quand vous faites tout ceci maintenant, ajoutez aux formations qualifiantes qui sont en ligne, je pense que vous êtes parti avec la pratique aussi. Je crois que ça peut aller. Serge Abombo, merci. C'est pour savoir si on peut avoir la version du plan de il n'y a pas de souci. Nous allons travailler avec cela à votre disposition. C'est venu vous dire merci à vous aussi.
tout autre. Ok. 16, est-ce qu'on peut avoir la version numérique? Il n'y a pas de problème. Avec le forum qui est créé, ça va être. Une autre question, quelques informations et orientations concernant les modules de formation. Je pense que quand vous vous rendez à l'ICAV, Institut du cadre de vie, sous lequel vous avez le master professionnel d'évaluation environnementale et sociale des évaluations de sous-délégés, voilà, le master, donc, pas de sous-délégés, vous aurez plus ample détail sur euh, les orientations concernant les modules de formation. Donc, je pense qu'au Bénin, pour l'instant, en termes de formation universitaire, ce n'est que là que vous avez ces éléments. C'est vrai qu'à part ça, il y a les universités qui travaillent avec ces formations. Les versions électroniques, il n'y a pas de souci. Pour avoir les grandes lignes, il n'y a pas de souci, on va travailler. Anita, merci à vous aussi pour avoir sacrifié votre précieux temps pour nous suivre. Comme je l'ai dit, c'est une plateforme de discussion, c'est une plaisir pour nous de savoir que nous sommes suivis. Une autre question, merci aussi à Kembi, au bout, merci à vous également. Kiki, venez, vous saluez aussi. Nous sommes tous là pour renforcer. Toutes les occasions sont bonnes hein, pour améliorer nos capacités, etc., renforcer le niveau de connaissance. Hippolyte, voilà, merci pour la présentation, merci l'expert. Ceci nous montre que nous disposons dans le pays des environnementalistes. Évidemment, comme nous le disons ici à Liner Group, nous sommes des environnementalistes à solution. Alors, nous sommes des environnementalistes à solution. Je pense que pour les environnementalistes, d'ailleurs, je crois que vous parlez à nous, non? Nous trouvons toujours des solutions face aux différents défis. Donc, merci beaucoup à vous. Bonne mission de l'autre côté voilà, du pays du fort. Ismaël, qui dit, j'invite. Ok. Antoine Orou, Guinée, merci beaucoup. Je voudrais savoir si la différence entre l'US et l'US. L'US, c'est l'évaluation environnementale stratégique. C'est-à-dire qu'il y a certains grands projets, d'accord, pour lesquels qui déclenchent l'US, d'accord. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire très rapidement. Je crois, comme je l'ai dit, ceci, déjà, cette première activité que nous avons réalisée, que nous réalisons, c'est pour voilà, mettre beaucoup de choses en grille dans le cadre de chacun et petitement, nous allons travailler maintenant de faire pour que chacun. Mais il faut dire que l'étude d'impact, c'est une étude ou un document qu'on élabore, le rapport d'étude d'impact environnemental et social, qui permet qu'on élabore suivant les projets, c'est-à-dire quand vous avez un projet, on prend le guide pour voir dans quelle catégorie se situe ce projet, quel est le type d'étude d'impact auquel cela correspond, et puis nous déclenchons ça, et avec sa démarche, etc., nous développons tout ce qui est et qui permet d'aboutir à la réalisation de l'étude, et une fois que c'est fait, nous passons cette étude à la zone de pour l'environnement pour validation, afin d'avoir non seulement le certificat de conformité environnementale et sociale, mais aussi le plan de gestion environnementale et sociale qui est mis à la disposition du promoteur afin de mettre en œuvre son projet. Donc, c'est un peu ça, oui. Oui, Ismaël Baougo qui invite les amis à aller sur la plateforme de DD. J'ai personnellement suivi des formations sur les thématiques relatives aux IS et plusieurs d'autres sujets. Exactement, je confirme.
Je crois, je l'ai dit, sur la plateforme de l'IFDT, vous avez plusieurs modules de formation très intéressants. D'accord, des modules très intéressants. Vous avez, voilà aussi sur la plateforme de la Banque mondiale aussi. Vous avez des formations. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être environnementaliste et ne pas à tout casser faire l'une de ces formations qualifiantes en ligne. Ce n'est pas possible. Tout environnementaliste a le devoir de faire cette formation-là en ligne. C'est important. C'est pourquoi je vous invite. Ça, c'est contre 0 francs. C'est totalement gratuit. Il suffit juste d'être disponible et d'avoir de la connexion. Voilà, et puis vous allez faire ça. C'est déjà important de commencer par là avant d'aller. Après, les formations payantes qui sont ici. Merci beaucoup à vous, Ismaël. Kiki Denis, merci. J'espère que cette séance ne sera pas la première ni la dernière. Non, nous vous rassurons qu'elle est la première, mais elle ne sera pas la dernière. Nous travaillons comme je l'ai dit. Ceci, c'est le déclenchement de plusieurs autres séances qui vont être programmées et sur lesquelles d'autres experts vont intervenir pour permettre à nous tous d'améliorer nos connaissances sur ces questions-là. Oui, ma préoccupation est de savoir comment concevoir le réseautage où c'est difficile pour le jeune de s'insérer. L'autre, c'est le mentorat, car vous pouvez être bon si vous n'avez pas de bénédiction d'un boss, vous ne pouvez rien. Bon, effectivement, la question du réseautage est importante, mais l'un dans l'autre, pour ma petite expérience, je pense qu'il faut se faire modeste, il faut se faire petit pour grandir. On dit souvent qu'il faut faire l'âne pour avoir le foin. Voilà. Donc, si vous êtes bon et que c'est vous qui ne vous comportez pas bien, je crois que ce n'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître le cours de la vie, de savoir comment se comporter avec les élèves. En réalité, je ne vois pas encore, je n'ai pas fait assez, je n'ai pas encore assez dans le métier, je ne vois pas encore un aîné qui refuse de tenir la main des plus jeunes. Je ne vois pas encore. Donc, je pense que les aînés sont disponibles. D'accord. Je pense même que ce n'est pas difficile. D'accord. Le plus important, c'est bien se comporter. Je pense, hein, le plus important, c'est de bien se comporter, de garder le contact, de garder les relations. D'accord. Mais l'autre chose également, c'est qu'il faut être travailleur. Il faut être travailleur. Je vois mal un aîné vous porter quand toutes les fois vous sollicite pour travailler, même quand c'est le bénévolat, comme vous je vois mal un aîné vous faire appel. Donc, je pense que nous également, en tant que jeunes, il faut avoir de bons carnets d'adresse. Nous avons à être corrects, à être patients et à avoir l'amour et la passion pour ce que nous faisons. Je crois que si ces conditions sont réunies, c'est pas compliqué. Joseph Kolaolé, je vous salue aussi. Tu dois avoir les liens pour accéder aux formations qualifiantes. Oui, je crois qu'il y a un des internautes qui vous orientait déjà sur la plateforme de FDD. Vous y allez. Ou si vous voulez, peut-être ce qu'on va faire. Nous ici, pour ce qui est de leader, pour nous ici, nous avons. C'est une obligation pour nous ici. Nous contraignons tous ceux qui sont les collaborateurs à veiller à suivre régulièrement même cette plateforme pour que toutes les fois il y a de nouvelles formations à les faire. Donc, ce que je peux dire, vous allez sur la plateforme de l'IFDD. Quand on va finir sur le direct, dans le forum dans lequel nous sommes tous, nous allons partager les différents liens pour vous permettre d'y accéder et de suivre facilement cette formation. Mais si vous n'y arrivez pas, je pense que vous pouvez toujours faire un tour à l'Union Groupe. Ici, nous sommes à Conville pour pouvoir vous aider à accéder facilement à ces plateformes-là et à suivre ces formations. Ce sera avec plaisir que nous allons le faire. Sharafa, oui, monsieur Sharafa, j'espère que c'est un homme. Je trouve très intéressante la formation, merci beaucoup. Ce n'est pas sans vous.
Et pour la rendre utile aux participants, il serait important de nous mettre à disposition le rapport de la formation. Nous avons dit qu'il n'y a pas de souci pour le travail, ce qui va nous permettre de bien assimiler et approfondir la recherche. Il n'y a pas de problème, mon cher Théorétique, donc c'est avec plaisir que nous le ferons. Je vous ai servi un jour. Merci beaucoup pour la communication. La prochaine séance est prévue pour quand? Merci, cher ami, cher frère, pour la disponibilité et pour l'amour de ce métier, pour avoir aimé aussi ce qu'on fait. Je pense que les prochaines sur la plateforme, nous allons informer suffisamment pour que chacun sache quand est-ce qu'il y a une nouvelle formation et quelle est l'intitulé pour se planifier en conséquence. Oui, parlez-nous un peu des contraintes liées au métier de consultant. Bon, comme tout métier, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, mais quand vous êtes passionné, c'est que vous n'aurez pas le temps passé. J'aime paraphraser une image que j'ai vue qu'un de nos aînés, M. Issa, pour ne pas le nommer, a partagé avec nous, sur laquelle il y a un monsieur qui, je crois, c'est ça qui fait mon statut sur mon numéro WhatsApp, où il dit, si vous voulez acheter sans regarder le prix, c'est qu'il faut travailler sans regarder l'heure. Donc, quand on est consultant, c'est que le mieux, c'est de ne pas regarder l'heure, parce que vous travaillez à tout moment, vous êtes sollicité partout, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez des urgences, la capacité de pouvoir gérer les urgences, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, et de pouvoir satisfaire aux différents prestataires, aux différents partenaires, pouvoir satisfaire les différents partenaires dans le temps requis. En réalité, dans ce métier, on n'a pas le temps pour soi. Il faut travailler dur. C'est pour cela que c'est d'être passionné. Quand vous êtes passionné, les contraintes pour vous, ce n'est pas le problème. Et comme je l'ai dit, nous sommes des environnementalistes à solution et non des environnementalistes à problème. Oui, il y a Eugène Mouredi. Merci pour les détails. Il serait bien que ces écoles de formation, bien que votre groupe organise, oriente plus vers ces écoles de formation. Nous faisons plus confiance. Bon, en tout cas, on fait confiance à d'autres bureaux d'études aussi que nous saluons au passage. Je ne peux pas les citer. Bien, je pense que il n'y a pas de souci. Nous sommes disponibles toutes les fois que vous aurez besoin d'orientation, de conseils. Je peux prendre le risque de parler au nom du PDG du groupe Miner et que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts du lundi au lundi. 24 heures sur 24, vous passez dès que possible pour puissiez. Donc, il n'y a pas de problème. Qui me dit, qui revient, va nous réitérer cette formation pour une amélioration continue de nous, surtout que la touche des enseignements ici à Merci. Vous allez aussi nous donner les liens pour accéder aux différentes plateformes de formation. Oui, Ojo Goudou. Oui, pourquoi j'ai dit un peu les liens pour accéder aux plateformes de formation. En fait, il y a le forum WhatsApp que nous avons en commun. Nous allons envoyer cette ligne. Évidemment, nous avons, comme je l'ai dit, c'est la première de toute une série de sessions que nous allons organiser. Nous, on a été utile juste pour introduire. Je pense que les aider en fonction de leur disponibilité vont se joindre également à toute cette équipe-là. Ça, pour que cette formation, surtout non payante, puisse se faire, chacun puisse s'en sortir avec une mission. Donc, monsieur, il n'y a pas de souci pour ça. Oui. Ismaël Bango, pour avoir les liens, il n'y a pas de souci. Comme on l'a dit. Monsieur Cédric Kamel, une initiative. Merci beaucoup à vous aussi pour avoir
trouver du temps pour nous écouter. Sans vous, nous, on n'est rien. Voilà, c'est pourquoi on est là, c'est une question de passion. Donc, je pense que nous allons conclure pour remercier sincèrement et du fond du cœur tous ceux qui se sont connectés, qui ont voulu nous suivre. Merci beaucoup, merci pour les commentaires, merci pour les félicitations, merci pour les encouragements, merci pour les propos motivateurs. Je pense qu'on est jeunes et nous avons l'obligation de travailler ensemble pour les questions environnementales et sociales qui sont même le soubassement du développement durable. Donc, vraiment, merci à chacun, merci à tous, merci à tous les aînés que je salue qui n'ont pas pu avoir le temps de se connecter, mais avec qui nous avons échangé. Merci pour le soutien et que Dieu nous garde pour la prochaine fois. Bye bye.